Jeunes gens ont fait un premier point sur le chapitre sur la création de richesse, hein. Je vous ai fait travailler en autonomie. Il y en a qui ont très bien travaillé, il y en a pour qui ça a été un petit peu plus compliqué. Alors, j'aimerais autant que vous ayez à l'esprit deux, trois choses avant qu'on passe à la suite. La première chose, donc, c'est qu'il existe différents types de production. Alors, si vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il existait des biens. Et les biens, il en existe de plein de types différents, hein. Ça peut être des voitures, ça peut être des smartphones, ça peut être des maisons, ça peut être ce que vous voulez, en tout cas qu'on peut toucher comme ça, qui est tangible. Et il existe aussi des services. Et là, il y a plusieurs déclinaisons à faire. Il existe des services qui peuvent être marchands. Par exemple, les services financiers, hein. Quand vous allez à la banque, ça n'est pas gratuit, même si on a le sentiment, mais en fait, ils font payer leurs tarifs. Ça peut être une coiffure au salon de coiffeur, au salon de coiffure, excusez-moi. Et puis, les services peuvent aussi être non marchands. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ce cas-là, on ne les paye pas ou on ne les paye pas à leur vraie valeur. Par exemple, quand vous vous inscrivez au club de foot, la cotisation que vous payez, elle ne permet pas de faire vivre le club de foot. Et de la même manière, quand vous venez au lycée, en France en tout cas, le lycée est gratuit. Donc, il y a des biens qui sont essentiellement marchands, il y a des services qui sont enfin, qui sont marchands ou qui sont aussi non marchands. Il existe, pour produire ces biens ou ces services, différents types de producteurs. Alors, il y a d'abord les entreprises, hein. La plupart des travailleurs en France travaillent dans des entreprises. Et les entreprises, il en existe deux types. Il existe les entreprises privées. Alors souvent, on pense aux grandes entreprises, hein. L'entreprise, on va dire la plus grande pour l'instant en France, c'est Total. Mais ces très grandes entreprises sont peu nombreuses. Il existe d'autres entreprises de taille moyenne. Alors ici, j'ai pris l'exemple de Holtrix, qui est basé à Châteaudun. Et puis, il existe des petites entreprises, par exemple comme un salon de coiffure qui va avoir plusieurs salariés, euh, une boucherie où il y a plus que allez, un ou deux salariés, enfin deux ou trois salariés même parfois. Et puis, il existe beaucoup d'entreprises qui ne sont constituées que d'une seule personne, et notamment, on parle parfois d'auto-entrepreneurs. Ça, c'est pour les entreprises privées. Mais il n'y a pas que des entreprises privées. Les entreprises privées, elles appartiennent à des agents privés. Il y a aussi des entreprises qui sont publiques parce qu'elles sont détenues à 100% ou en grande partie par l'État. C'est le cas, par exemple, pour la Poste. C'est le cas pour la SNCF. Et alors, donc il y en a quelques-unes, hein, grandes entreprises publiques, mais c'est le cas aussi pour des entreprises dont vous n'avez pas forcément connaissance, enfin, vous ne savez pas que ça appartient à l'État. C'est le cas, par exemple, pour France Télévisions. Dans ce cas-là, ce qu'on demande à ces entreprises publiques, alors c'est un cours de première, c'est d'avoir une gestion comme les entreprises privées. Elles sont là pour gagner de l'argent, mais dans le même temps, il faut qu'elles offrent un service public, c'est-à-dire un service qui soit accessible quand même au plus grand nombre. Ensuite, on a vu que pour produire, il faut utiliser des ressources. Et donc, produire, c'est utiliser des ressources pour créer des richesses. Alors, quelles sont ces ressources? Bah, d'abord, quand on parle de ressources, on parle de ressources naturelles. Et là, il y en a plein de types différents. Alors, j'ai pris quelques exemples. Il y a évidemment l'eau. On a besoin d'eau pour produire la plupart des choses que l'on produit. Et entre parenthèses, les entreprises en France sont obligées d'avoir des arrivées d'eau pour avoir le droit d'être ouvertes. Donc, on peut considérer que dans tous les cas, l'eau est nécessaire à la production. Mais on a aussi évidemment tout ce qui est terre, hein, les terres agricoles par exemple. Et puis les fruits de la terre, alors ici bah, c'est simple, hein. Ici j'ai pris l'exemple du bois, mais en parlant de fruits de la terre, il y en a d'autres, hein. Il y a tout ce qui va être relatif aux énergies, alors ici c'est le cas du pétrole enfin, qui présente des enjeux très importants. Et puis évidemment, on va avoir tout ce qui est minerai. Alors là, c'est le cobalt parce qu'on l'utilise dans vos smartphones, par exemple. Je le prends souvent comme exemple parce que ce cobalt qu'on utilise pour vos smartphones, il est souvent, comment dire, récupéré par des enfants. Alors, autre ressource très importante pour la production,
C'est ce qu'on appelle le facteur travail avec un langage économique. Et ce facteur travail, c'est avant tout les travailleurs. Il en existe un grand nombre différents, des travailleurs manuels, des travailleurs moins manuels ou des travailleurs intellectuels, des travailleurs qui font des travaux peu qualifiés, des travailleurs qui font des travaux très qualifiés, etc. etc. Et puis quand on parle du facteur travail aussi, on inclut souvent à l'intérieur le temps de travail, mais ça c'est secondaire, on verra ça plus tard. Bon, en tout cas, en terminale pour ceux qui suivront le cours de SES. Parallèlement aux ressources naturelles, parallèlement au facteur travail, l'autre ressource qui est très importante pour produire, c'est ce qu'on appelle le facteur capital. Bon, j'ai pas fait d'animation sur mes photos, tant pis. Ce facteur capital, en fait, il est de différents types. Et entre parenthèses, facteur capital, nous, on est dans le système capitaliste. C'est lié, en fait, à cette notion de facteur capital. Alors, ce facteur capital, il en existe différents types. Ici, j'ai pris des locaux, par exemple des bureaux. Mais les locaux, ça peut être aussi une usine. Les locaux, ça peut être aussi un commerce. Et parallèlement, le capital, ça peut être aussi les ordinateurs, ça peut être les voitures ou les véhicules qu'on utilise pour produire, ou les robots qu'on utilise dans les usines. C'est-à-dire que le capital, c'est une forme de richesse qui va permettre de créer d'autres richesses. Et puis enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour produire, eh ben, il va falloir combiner tout ça. Donc il faut une technique. Et il existe différentes techniques pour produire la même chose. Par exemple, on peut avoir une technique artisanale pour faire des gâteaux ou des viennoiseries. Ça veut dire que dans ce cas-là, il y a peu de capital qui est utilisé et on fait surtout appel au savoir qui est dans la tête du travailleur. Et de l'autre côté, autre technique, il peut y avoir des techniques industrielles. Et dans ce cas-là, on fait appel à des machines et à des travailleurs qui souvent sont des travailleurs peu qualifiés. Ici, on a quelqu'un qui a fait des études pour faire des pâtisseries. Ici, on a des personnes qui n'ont pas fait d'études pour aller empaqueter des pitchs. Et on va utiliser quand même beaucoup de machines dans ce processus industriel. Donc, cette technique de production, c'est, on va dire, la combinaison du facteur travail, si vous voulez aussi un peu des ressources naturelles, mais surtout du facteur travail et du facteur capital. Et de cette combinaison, on va voir apparaître des richesses qui s'appellent la production. Alors, un terme important du coup, on vous parle de technologie. La technologie, c'est souvent l'amélioration de la manière de produire. On lui donne un autre nom. Je vous ai dit, par exemple, ici, on a une technique de production avec quelques travailleurs qui ont beaucoup de savoir dans la tête, ce qu'on appelle aussi le capital humain, on verra ça plus tard. Et ici, on a une production industrielle avec souvent pas mal de travailleurs peu qualifiés et des machines. Dans tous les cas, on peut améliorer la technique. On peut améliorer la technologie. Mais surtout, retenez ce terme, c'est que quand on améliore la technique, il y a progrès technique. Alors qu'est-ce qu'on a vu ensuite? On a vu que se posait le problème de la mesure de la performance des entreprises. Ça n'est pas parce que vous avez une très grande entreprise que nécessairement elle va bien. Et ça n'est pas parce que vous avez une petite entreprise que nécessairement elle ne gagne pas beaucoup d'argent. Alors comment est-ce qu'on fait pour mesurer cette performance des entreprises? Bah d'abord, on regarde ce qui s'appelle le chiffre d'affaires, c'est-à-dire la valeur des ventes. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que Total, c'était notre plus grosse entreprise en France. C'est le cas, on pourrait le dire, parce que son chiffre d'affaires est le plus élevé des entreprises françaises. Ici, ce sont les chiffres 2018, c'est-à-dire qu'en 2018, la valeur des ventes de Total, la valeur de tout par exemple le pétrole, il ne faut pas que ça, qui est vendu, équivalait à 184 milliards d'euros. 184 106 millions d'euros, c'est 184 milliards d'euros. AXA, qui est un groupe d'assurance, c'était 125 milliards d'euros. Et le groupe Carrefour, 91 milliards d'euros. Bon. Sauf que le chiffre d'affaires, on le voit ici, si vous voulez, le chiffre d'affaires c'est quelque chose d'important, mais il y a un petit moins qui apparaît en face de Carrefour. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va y arriver progressivement à ce petit moins. Parce que vous pouvez vendre énormément, mais ce n'est pas pour autant que vous êtes en bonne santé. Alors, entre ce chiffre d'affaires et le bénéfice, il y a d'abord ce qu'on appelle, et ce qui sera très important pour la suite, ce qu'on appelle la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est la richesse qui est réellement créée par la production.
pour produire son pétrole ici. Total a été obligé d'utiliser des composants, d'utiliser de l'électricité, d'utiliser de l'eau, etc., etc. Si je prends la valeur de ce qui est vendu par Total et que j'enlève la valeur des composants, j'ai la richesse qui a été réellement créée par l'activité de production de l'entreprise Total. Et cette richesse qui est réellement créée, c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Alors, je n'ai pas trouvé de statistiques véritables sur la valeur ajoutée des entreprises. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que, bon, vous avez créé de la richesse. C'est bien. Sauf que cette richesse, vous ne l'avez pas créée tout seul. Il y a vos salariés qui ont créé cette richesse. Il y a tous ceux qui vous ont prêté de l'argent pour acheter des machines, à qui vous devez rendre aussi une petite part de la richesse que vous avez créée. Une petite part ou une grosse part, entre parenthèses. C'est toujours un objet de conflit. Et puis, n'oubliez pas quelque chose. Total, c'est bien, hein. Sauf que s'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas de port, s'il n'y a pas, comment dire, d'infrastructure pour faire circuler le gaz, le pétrole, des choses comme ça, Total ne peut pas gagner sa vie. Donc, cette valeur ajoutée, elle va être partagée déjà en trois. On va en donner une part aux salariés, on va en donner une part à l'État, et puis il va rester quelque chose. Et cette part qu'il reste de la valeur ajoutée, c'est ce qu'on va appeler le bénéfice ou le profit de l'entreprise. Alors normalement, le bénéfice, il en existe deux types, il y a un bénéfice brut, un bénéfice net, on ne va pas se prendre la tête. Le bénéfice, retenez que c'est ce qui reste une fois que l'entreprise a payé tout ce qu'elle doit payer. Et dans ce cas-là, si je reviens sur mon tableau, vous voyez que Total avait un grand chiffre d'affaires et qu'une fois qu'il a payé ses composants, une fois qu'il a payé ses salariés, ses impôts, etc., une fois qu'il a payé, vous verrez, en plus il y a d'autres types d'impôts, il lui reste 11 milliards d'euros, c'est-à-dire ce qu'a gagné véritablement Total en 2018, c'est ces 11 milliards d'euros. AXA, il lui restait 2 milliards d'euros, ce qui est déjà pas mal. Par contre, Carrefour avait réalisé 91 milliards d'euros de ventes, mais une fois payé toutes les composants qui sont utiles à sa production, une fois payés les salariés, une fois payés les impôts, une fois remboursés les emprunts, etc., etc., Carrefour, en 2018, avait perdu 662 millions d'euros. Et on pourrait envisager un dernier indicateur pour savoir quelle est l'entreprise la plus performante ou dans quelle entreprise les travailleurs sont les plus performants. On pourrait prendre ces bénéfices, ces 11 milliards d'euros par exemple de chez Total, et le diviser par le nombre de salariés qui ont permis de gagner ces 11 milliards d'euros. Et on comprend ici le problème qu'a Carrefour, c'est que pour générer ces 91 milliards d'euros, il y a 363 862 salariés, ce qui sans doute doit peser beaucoup. Alors la vraie question après pour l'économiste, c'est soit comment faire pour augmenter le chiffre qui est ici, ou malheureusement, comment faire pour diminuer le chiffre qui est ici.